Donc maintenant, on va laisser la parole à Frédéric de Coninck, qui n'est pas là, mais qui a fait tout le travail à distance et nous a donné un travail de qualité avec le support là qui va être diffusé, et puis un document écrit aussi qui vous parviendra avec toute la synthèse de ce travail. Voilà. Bonjour à tous. C'est assez compliqué en fait de présenter les résultats d'une enquête quantitative parce que en général les chiffres sont rébarbatifs. Puis là en fait on peut commenter que des chiffres. Et puis en fait il faut faire un minimum de commentaires techniques et en général ça n'améliore pas vraiment la bienveillance de l'auditoire. Donc je suis conscient que ce que je dis demande pas mal de concentration. Et puis, voilà, mais j'ai quand même essayé de rendre cet exposé compréhensible et utilisable par tout un chacun. Et puis alors, en plus, il faut que je commence par un commentaire peut-être un peu décourageant sur ce qu'il ne faut pas attendre de l'enquête, sur les fausses interprétations qu'on pourrait en faire. Mais bon, là par contre, rassurez-vous, il y a une suite. On peut, et vous le verrez, faire toutes sortes de commentaires suggestifs sur cette enquête une fois qu'on est en clair sur ce qu'elle peut nous dire et sur ce qu'elle ne peut pas nous dire. Donc voilà, il faut que je commence par déblayer le terrain. Et pour faire bref, je dirais que cette enquête, elle ne nous dira pas exactement qui sont les familles protestantes évangéliques en France en 2021. Bon, c'est pourtant le titre de l'enquête, mais l'échantillon, en l'occurrence, il est biaisé, en partie. Et donc, si on se limite à ce qu'on appelle les triaplats, c'est-à-dire la manière dont les personnes ont répondu aux questions, une par une, on aura une fausse représentation. On aura une photo que d'une partie de la population qui, en fait, nous intéresserait, parce que ceux qui ont répondu, en fait, ils font partie, et je vais le dire en quelques mots, des plus engagés dans les églises, et puis ils sont plus intégrés que la moyenne des Français, mais aussi que la moyenne, à mon avis, des chrétiens. Alors, par exemple, 91% des répondants, ils ont au moins un contact par semaine avec leur église. Bon, le chiffre, il est tout simplement énorme. Si vous avez fréquenté une église, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas tous les dimanches, et puis qui d'ailleurs n'ont pas d'autres contacts avec l'église que le culte, donc elles ont moins d'un contact par semaine avec l'église. Et puis ça encore là, je vous parle de membres assez réguliers, puis il y a un deuxième cercle, ceux qui sont tout simplement sympathisants, qui viennent de temps en temps, eh bien eux, probablement ils sont complètement hors champ. Et puis, une fois que j'ai dit ça, il y a un autre chiffre qui attire l'attention, c'est le nombre de personnes qui se déclarent salariées d'une association protestante ou évangélique. Enfin, une association pas forcément cultuelle, mais enfin en tout cas étiquetée, protestante ou évangélique. Il y en a 24%. C'est le quart des personnes qui ont répondu. De nouveau, c'est énorme. Et ça signifie sans doute que les pasteurs, puis les autres salariés de ces associations, ils ont été des relais pour faire passer l'enquête. Bon, et donc, ils ont répondu en premier lieu, ça, on les en remercie, et puis ensuite, chacun d'eux, il a, je dirais, en moyenne convaincu 3 autres personnes de répondre. Et 3, finalement, c'est pas beaucoup, et ça renforce ma conviction que ces personnes qui ont répondu, elles sont proches du conseil d'église, des animateurs, des personnes en vue dans les églises, elles sont bien intégrées. Alors là, je parle de l'intégration dans l'Église, puis il y a d'autres facteurs indirects qui montrent qu'on est dans un milieu socialement très intégré. Le taux de chômage, rapporté aux actifs, la manière dont on le calcule, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour un revenu et ceux qui cherchent un travail rémunéré, ça c'est les actifs, et puis on calcule le nombre de chômeurs par rapport à ces actifs, 4%, ce qui est très faible. Et c'est même en fait un taux très faible que c'est impossible d'analyser plus en détail la population des chômeurs parmi les répondants.
Ensuite, bon, ça peut-être, c'est moins étonnant, mais quand même, le nombre de personnes divorcées, séparées ou vivant en couple hors mariage, ce qui fait quand même beaucoup de cas possibles, ça fait 7% du total, ce qui est très très bas. Alors, même si dans certaines églises, vivre hors mariage, par exemple, ce serait une cause de mise à l'écart. Bon. Mais même le taux de célibat, il est bas. Chez les femmes qui ont répondu à l'enquête, le célibat devient rare après 30 ans, comme vous le voyez sur le graphique. Alors, il peut sembler logique que les femmes célibataires ne se soient pas senties concernées par une enquête sur la famille. Oui, mais ça souligne du coup que les répondants sont en général fortement intégrés, tant dans leur église que dans leur travail et dans une vie de couple marié. Au moins jusqu'à 50 ans, puisqu'on voit que à partir de 50 ans, la situation est plus contrastée, avec un poids des séparations, des divorces, qui devient visible. Bon. Alors, donc, sur ce dernier point, l'intégration dans la famille, on pourrait discuter, mais sur tous les autres, c'est clair, il ne faut pas se dire qu'on a une photographie des familles protestantes en général, dans toute leur diversité. Bon, une fois que j'ai dit ça, il y a quand même un moyen de mobiliser un échantillon, même biaisé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la plupart des enquêtes. Alors, je vais vous expliquer comment. Alors, les tri à plat, je l'ai dit, ils sont facilement trompeurs. Bon, mais, même avec un échantillon biaisé, on peut faire ce qu'on appelle les tri croisés, c'est-à-dire la comparaison des réponses à deux questions différentes. Et ces tri croisés, ils sont intéressants. Dans ces cas-là, j'essaie d'expliquer ça simplement, on ne regarde pas les effectifs absolus pour chaque réponse, mais on regarde ce que font les sous-populations qui sont définies par leur réponse à une question donnée. Donc, du coup, par exemple, sachant que l'on a répondu A ou B à une question, comment est-ce que ça influe sur la réponse à une autre question? Et donc, c'est pas grave que l'échantillon soit biaisé, puisqu'on regarde uniquement ceux qui ont répondu A, ou bien uniquement ceux qui ont répondu B à une question, et puis on compare leurs réponses, sachant qu'on les a déjà mis dans une catégorie. Donc, et avec ça, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement? Quel est le lien entre un domaine et un autre? Comment une pratique en induit une autre? Ce genre de questions. Alors, par exemple, dans l'enquête, eh bien, on peut comparer la manière dont les personnes s'insèrent dans leur vie de famille, dans leur vie d'église, dans leur vie associative, dans leur vie professionnelle, dans leur vie politique. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle de la socialisation, dans des cercles différents. Et comment ces différentes socialisations s'entrecroisent-elles? Comment est-ce qu'elles retentissent les unes sur les autres? Il y a forcément des influences croisées. Et le type de relation que l'on construit dans une sphère donnée a une influence sur ce qui se vit dans les autres sphères. Donc, l'enquête, elle ne nous permet pas forcément de voir qui sont les familles protestantes évangéliques, mais elle nous montre comment les familles protestantes évangéliques se débrouillent avec l'ensemble de leur existence, avec les différents cercles qui la composent. Et, de ce point de vue, il faut se dire que la vie d'église est une vie sociale comme une autre. Elle pèse, que ce soit d'ailleurs positivement ou négativement, sur la manière dont le reste de la vie sociale se construit, et elle est traversée par ce qui se vit dans le reste de la vie sociale. C'est ça qui m'a intéressé, et c'est de ça dont je vais parler à partir en fait de 4 points d'entrée qui sont justement des occasions où plusieurs cercles de socialisation se rencontrent, et donc se rencontrent, c'est-à-dire se percutent peut-être, se renforcent peut-être, c'est ça qu'il faut voir. Alors ces 4 coups de loupe, c'est ce que j'ai appelé la parole publique des femmes, et puis là on verra l'interaction entre le cercle de la famille et le cercle de l'Église. Le deuxième coup de loupe, c'est la prise en charge des enfants qui met en jeu des interactions entre la famille et l'école et la vie dans la cité, enfin l'école faisant partie d'ailleurs de la vie dans la cité. Le troisième coup de loupe, c'est la question du bénévolat, et puis là c'est plus
le cercle du travail et le cercle de l'associatif qui sont en jeu. Le quatrième coup de loupe, alors c'est les enjeux de la bioéthique, et alors là où on va tirer un fil et puis on va s'apercevoir qu'en fait ça va mettre en jeu les familles, l'église, la vie dans la cité, le travail, enfin ça va. On va élargir beaucoup la question à partir de ce fil qu'on va tirer. Voilà. Alors, du coup, premier coup de loupe, la parole publique des femmes. Alors quelque chose m'a frappé, c'est au départ justement un biais de plus, mais ça m'a fait réfléchir. C'est surprenant que pour une enquête sur la famille, il y ait plus d'hommes que de femmes qui aient répondu. Bon, 53% d'hommes, 47% de femmes, c'est une différence quand même assez sensible, avec des effectifs aussi nombreux. Mais surtout, dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Et puis d'autre part, les thèmes de la famille, ils intéressent plus les femmes que les hommes. Ça veut donc dire qu'un certain nombre de femmes ne se sont pas senties légitimes pour répondre. Et cela dit quelque chose, enfin, voilà, ça c'est l'hypothèse que j'ai faite, ça dit quelque chose sur le poids de leurs paroles dans l'espace de la vie d'église. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que les femmes se sont senties légitimes pour répondre au questionnaire et puis la place qu'on fait à leurs paroles de leur vie d'église, à leurs paroles publiques? Bien. Alors, comment est-ce que j'ai essayé de typifier les différentes églises? Bon, alors ça, c'est des choses qu'on fait quand on analyse un questionnaire quantitatif. On teste des manières de catégoriser les personnes par rapport à leur réponse à une question, puis on regarde un petit peu d'une question à l'autre quelles sont les meilleures manières, quelles sont les choses qui sont les plus clivantes, hein, les bonnes manières de construire des catégories. Donc j'ai testé, et puis finalement, assez rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait en fait une manière assez clivante en fait de répartir les gens par rapport à leur appartenance ecclésiastique. Alors, un certain nombre de gens n'ont pas répondu, se sentaient pas vraiment appartenir à une église, mais ils sont pas si nombreux. Et après ça, on a proposé de cocher plusieurs cases. Ils pouvaient en cocher une, ils pouvaient en cocher plusieurs, comme ils voulaient. Alors certains ont coché la case pentecôtiste. Et puis après ça, je dirais, en tant que tel, ça faisait une catégorie assez homogène. D'autres ont coché d'autres cases en plus de pentecôtistes, mais du moment qu'ils avaient coché pentecôtiste, ça fait une catégorie homogène. D'autres se définissent comme évangéliques, et là, par contre, ce qui est significatif, c'est qu'ils ont coché aucune autre case. Ça fait aussi une catégorie assez homogène. Et puis il reste deux catégories que j'ai parfois été obligé de fusionner parce que leurs effectifs sont moins nombreux. Il y a ceux qui se définissent comme protestants, tout court, et puis ceux qui se définissent comme protestants évangéliques. Voilà. Bien. Alors maintenant, rapprochons ces deux questions, le poids public de la parole des femmes, d'une part, et leur communauté d'appartenance, d'autre part. Alors, pour le poids public de la parole des femmes, vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont répondu, hein, qui sont en fait salariés d'une église ou d'une œuvre protestante évangélique, ben, j'ai regardé quel pourcentage de femmes on trouvait parmi ces salariés d'associations protestantes ou évangéliques. Et, voilà, je vous montre le tableau. On voit que mon hypothèse, elle tient la route. On voit que la place accordée aux femmes parmi les salariés d'associations protestantes ou évangéliques retentit sur la présence des femmes parmi les répondants. Plus il y a de femmes parmi ces salariés, plus les femmes osent répondre à l'enquête. Et donc on voit bien que la légitimité des femmes à représenter les institutions religieuses retentit sur leur disposition à répondre à l'enquête. Ou encore, on peut le dire autrement, le rôle public accordé aux femmes dans chaque type d'église se reproduit d'une certaine manière au sein de chaque foyer. L'homme répond plus facilement au nom du foyer dans les églises où les femmes ont peu d'accès à la parole publique. Il y a donc un lien, alors je vais le dire de manière un peu plus théorique, entre l'ecclésiologie, c'est-à-dire la socialisation religieuse, la manière dont on fait société dans une église, et puis la régulation des relations familiales, la socialisation familiale, la répartition des rôles au sein d'une famille qui est une toute petite société, mais une société parmi d'autres. Voilà. Vous commencez à comprendre comment je procède.
Et ma question, comment les familles protestantes, évangéliques se débrouillent-elles avec l'ensemble de leur existence et comment passent-elles d'un cercle social à l'autre? Quels sont les renforcements, les contradictions, etc. Alors continuons et puis voyons, deuxième coup de loupe, ce qu'il en est des enfants et de l'interaction qu'ils provoquent et révèlent entre socialisation familiale et ancrage dans la société globale. Je dis provoque et révèle parce qu'en fait, dès que les enfants vont à l'école, pour le moins, ils soulèvent en fait la question des rapports entre vie familiale et vie dans la société globale. Les rapports entre élèves à l'école ne sont pas forcément en ligne avec ce qui prévaut dans la famille ou dans l'église. Bien. Par ailleurs, l'école prépare à une insertion dans la société et dans le monde du travail, et suivant la position que l'on occupe soi-même dans la société, dans le monde du travail, on se sent plus ou moins à l'aise avec ce que fait l'école. Alors, quelles variables est-ce qu'on va observer pour rendre compte de ces phénomènes dont je parle là d'une manière générale? Alors, il y a une première variable qui en fait est assez efficace, c'est l'appartenance politique telle qu'elle est renseignée dans l'enquête, qui se trouve être un bon indicateur de la manière dont les personnes se positionnent dans la société. Et elle l'est même en creux, en fait, parce que les personnes qui ne déclarent aucune appartenance partisane, qui sont en fait assez nombreuses, elles ont plus de mal que les autres à gérer les évolutions sociales et à interagir avec les institutions scolaires. Vous le voyez sur ce tableau, les personnes qui ne déclarent aucune appartenance politique sont celles qui sont les plus inquiètes pour l'avenir de leurs enfants et qui ont les rapports les plus difficiles à l'école. Donc, j'ai reproduit dans le tableau la part de ceux qui se disent confiants ou très confiants pour l'avenir de leurs enfants et de ceux qui disent qu'ils ont des rapports avec l'école, que ce soit une école publique ou une école privée, très faciles, sachant qu'il y a énormément de réponses plutôt faciles. Donc c'est plutôt les réponses très faciles qui sont significatives. Et on voit qu'avoir du mal à se situer par rapport à l'offre politique existante, c'est le signe qu'on voit mal où la société va en général et que le rapport à l'école est plus compliqué. Alors les autres votes, on peut en dire quelques mots quand même. En gros, les répondants, quand ils ont indiqué un vote, ils ont indiqué un vote plus fortement marqué à droite que la moyenne des Français. Sachant que la moyenne des Français déclare aussi un vote plutôt à droite, majoritairement à droite. Ce décalage vers la droite, il est connu en sociologie religieuse et politique, j'en reparlerai, mais ce que je veux dire pour l'heure, c'est qu'en fait, le vote à droite, il est aussi un vote de défiance à l'égard de l'État qui intervient trop dans la vie quotidienne. Pas forcément pour les questions de sécurité, de police, etc., mais pour le reste, souvent les gens qui votent à droite considèrent que l'État, en fait trop, intervient trop, devrait intervenir moins. Donc, c'est pas tellement étonnant, et on le voit sur le tableau suivant, que ceux qui se disent sans affiliation politique, au fond, ils amplifient les caractéristiques de ceux qui se déclarent de droite, voire d'extrême droite, quoique la réponse extrême droite est plutôt rare. Et dans ce tableau, on voit d'ailleurs que c'est pas tellement l'option politique pour la gauche, pour le centre, qui est déterminante. Dans les deux cas, en fait, on pense qu'une gestion globale de la société a un sens. Il y a des écarts, mais en fait, bon, alors ça c'est un peu difficile à expliquer, mais statistiquement, les écarts entre ces deux catégories ne sont pas significatifs. Je vais essayer de vous dire ce que ça veut dire significatif, pas significatif. En 2 minutes, c'est compliqué, mais en fait, ça veut dire que, avec les effectifs concernés, les écarts qu'on observe comme ça, ils peuvent parfaitement être le fait du hasard. Voilà. Donc, gauche, centre, ça n'a pas d'influence pour ces variables-là. Ce qui est déterminant, c'est l'opposition entre une vision plutôt méfiante à l'égard de la société, donc politiquement plutôt individualiste, ou bien une vision plutôt confiante à l'égard de la société. Et là, de ce point de vue-là, les écarts sont significatifs pour ce que ça veut dire. Je vous le dis, ils sont significatifs au seuil de 1%, ça veut dire que c'est presque impossible que ce soit le fait du hasard. Et d'ailleurs, le vote à droite est associé à un recours légèrement plus important à l'école privée. C'est pas énorme, mais un peu plus important.
Alors au total, il faut quand même voir que d'un bout à l'autre du spectre, l'écart entre les électeurs centristes, qui sont en général les plus sensibles aux politiques techniques et pragmatiques, et puis ceux qui sont un peu perdus dans l'offre politique, il est énorme. 76% de plutôt confiants d'un côté contre 57% de l'autre, ça fait un gros écart. Et bien sûr, je me suis demandé si ça correspondait à un type d'église particulier, mais là, non. La réponse est non. Les écarts dans ce cas-là sont faibles et non significatifs. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, c'est un mode de socialisation qui déborde la vie d'église, qui rentre en jeu. Donc on se familiarise plus ou moins avec la société, on est plus ou moins à l'aise pour se faire, et puis on va voir, à propos du bénévolat, notre troisième coup de loupe, que ça se construit souvent de proche en proche et progressivement. En fait, j'ai pris cette question du bénévolat parce que je me suis rendu compte que, la question qui est posée dans l'enquête, c'est êtes-vous engagé bénévolement dans une association, à l'école, dans un quartier ou politique? 3 petits points. Eh bien, les réponses à cette question, elles illustrent à merveille un ressort qui a été observé dans d'autres enquêtes sociologiques, c'est-à-dire que les contacts engendrent les contacts, l'isolement engendre l'isolement, ou bien, si on préfère, la socialisation dans un domaine favorise la socialisation dans un autre. Alors, je vous dis ça comme ça, il faut bien vous réaliser que d'habitude, spontanément, on pense le contraire. On pense l'inverse de ce que je viens de dire. On pense que les personnes s'engagent dans les activités bénévoles parce qu'elles sont moins engagées ailleurs, parce qu'elles ont du temps libre. Bon. Alors, la question de la disponibilité, du temps disponible, ça peut être une limite dans certains cas, on le verra, mais en fait, la logique dominante, elle est autre. La logique dominante, c'est ce que je viens de dire, c'est que ceux qui se consacrent à une activité bénévole, ils sont plutôt plus occupés que les autres, déjà. Et en fait, l'investissement dans une activité sociale encourage, en fait, à s'investir dans une autre. Bon, je vais essayer de vous faire comprendre comment ça peut jouer. Par exemple, une personne qui a des enfants en bas âge, ou une personne qui a des enfants d'âge scolaire, elle doit passer du temps à s'en occuper. Bon, mais elle sera aussi plus facilement engagée dans une association de parents d'élèves. Voilà. Ou bien une personne engagée professionnellement, elle se sentira plus compétente pour proposer ses services dans une association, elle verra mieux où elle peut être utile, voilà. Voilà, 2 exemples. Bien. Et donc, pour préciser ce que je dis, eh bien, regardons ce qu'il en est de l'engagement des bénévoles par rapport à un certain nombre de caractéristiques des personnes. Eh bien, ce que je viens de dire, en fait, ça explique des résultats qui sinon seraient paradoxaux. On voit que, en fait, les personnes qui ont un travail rémunéré ont plus d'engagement bénévole que les étudiants ou les personnes au foyer, et ni plus ni moins que les retraités. Et puis après ça, on a demandé aux personnes qui ont un travail rémunéré de dire s'ils rencontraient telle ou telle difficulté par rapport à leur travail. Mais en fait, on voit que le fait d'effectuer des heures supplémentaires, ou même de considérer que son travail empiète sur sa vie privée, eh bien, ne diminue pas l'engagement bénévole. Et même les personnes qui ne mentionnent aucune difficulté liée à leur travail, elles sont d'ailleurs plutôt moins engagées bénévolement que les autres. Voilà. Donc, être occupé, ça donne des idées sur la manière d'être bénévole. Alors la question de la disponibilité, elle apparaît, mais je dirais en deuxième rideau, parce qu'on voit que les difficultés dans le travail, elles pèsent quand même un peu quand le travail met en souffrance, lorsque 2 items de difficulté s'accumulent. Mais même là, il faut pas aller trop loin dans ce raisonnement, parce qu'on s'aperçoit que après 3 items, ça repart dans l'autre sens, sans qu'on sache d'ailleurs trop comment, parce que là, pour le coup, les effectifs sont trop faibles pour qu'on puisse vraiment creuser. Et puis on peut faire des commentaires tout à fait analogues à propos des enfants. Ceux qui ont des enfants ont plus d'engagement bénévole que ceux qui n'en ont pas. Et là aussi, la question de la disponibilité, elle apparaît en deuxième rideau seulement. Par exemple, les personnes qui ont eu des enfants, mais dont les enfants ont quitté le domicile, elles sont un peu plus engagées que celles qui ont toujours des enfants chez elles. Bien. Le deuxième enfant, il semble aussi provoquer des tensions particulières. Bien. Mais là aussi, vous faire remarquer que quand on voit au troisième enfant, ça rebascule de l'autre côté, et là aussi, effectif trop faible. Bon. Mais
On peut aussi prendre la question dans l'autre sens et puis regarder les motifs qu'invoquent ceux qui n'ont pas d'engagement bénévole pour justifier leur non-engagement. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas d'engagement, pourquoi ils l'ont pas? Alors, parmi ceux qui ont un travail, alors là, d'accord, c'est le manque de temps qui domine. Mais parmi ceux qui n'ont pas de travail, c'est plutôt, je pense pas avoir les compétences, je sais pas à qui m'adresser ou autre, c'est-à-dire en fait, j'en sais rien. Voilà. Et les différences liées à l'âge des répondants, de même que le faible score des étudiants, ça suggère d'ailleurs que c'est au fil de la vie que l'on construit ses engagements associatifs. Il y a donc bien un apprentissage des relations sociales qui se construit au fil de la vie, au fil des compétences que l'on construit, au fil des rencontres que l'on fait, au fil de la compréhension des ressorts de la vie sociale. Alors, cet engagement, il peut être limité à certains moments par un manque de temps, mais pour l'essentiel, il fonctionne au cumul. L'engagement appelle l'engagement. Et une fois encore, on va retrouver en retrait les personnes qui ont du mal à définir leur positionnement politique. Bon, là, l'écart, oui, il est faible, enfin, faiblement significatif au seuil de 11%. Enfin, on le voit un tout petit peu, quoi. Et puis, nouveauté ici, les personnes qui affichent leur sympathie pour l'extrême droite, qui sont peu nombreuses, mais alors qui se tiennent massivement à l'écart du bénévolat. Bon, retenons l'idée, le bénévolat est affaire d'apprentissage et de socialisation progressive. Voilà. Alors maintenant, venons-en au dernier point que j'ai retenu, les questions de bioéthique. Alors, je commence par une remarque qui apparemment n'a rien à voir. Donc je répète que les répondants, en tout cas ceux qui expriment un positionnement politique, sont plus marqués à droite que la moyenne des Français. Donc, vous voyez sur ces schémas. Alors, sur ce schéma, sur la manière dont on ventile le vote écologiste, qui est une possibilité dans notre enquête, mais pas dans le paramètre de l'IFOP, on aura une vision variable de la frontière entre la gauche et le centre, puisque sans doute qu'un certain nombre de gens écologistes se situeraient au centre. Bon, alors ça, on peut laisser ça en suspens, mais il n'en reste pas moins que les répondants votent plus à droite que la moyenne des Français. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, lors des enquêtes sur le vote des chrétiens, en France, ceux-ci expriment souvent qu'ils se déterminent en fonction des questions de bioéthique. C'est donc intéressant d'observer en parallèle comment se construit le positionnement par rapport aux questions de bioéthique, d'une part, et comment se construit le positionnement politique, d'autre part. Alors, pour les questions de bioéthique, j'ai retenu les réponses aux 4 questions suivantes. Quelle est votre position concernant les sujets de bioéthique suivants? L'accès à la PMA pour toutes les femmes, l'évolution des lois favorisant l'avortement, la liberté d'accès à l'euthanasie, l'accès libre à la GPA. J'ai laissé de côté la question sur l'intelligence artificielle qui me semble obéir à d'autres ressorts, et puis d'ailleurs, en regardant les réponses à cette question, effectivement, les réponses obéissent à d'autres logiques. Voilà. Alors pour pas trop compliquer, j'ai juste créé un score global de 0 pour la réponse, je suis très défavorable, 1, je suis plutôt défavorable, 2, je suis indifférent, 3, je suis plutôt favorable, 4, je suis très favorable, et puis j'ai calculé le score moyen pour l'ensemble de 4 réponses. Voilà. Alors, déjà, commentaire, il faut dire que dans l'ensemble, les répondants sont massivement défavorables aux évolutions mentionnées. La moyenne d'une catégorie ne dépasse jamais le score moyen de 1, qui n'équivaut que à plutôt défavorable. Donc les gens seront au maximum, si je puis dire, plutôt défavorables. Mais il y a des nuances parmi les répondants. Déjà, c'est intéressant de voir que les femmes sont légèrement plus favorables à ces évolutions qui les concernent, elles. Elles sont plus favorables que les hommes. Et c'est des évolutions qui les concernent, en tout cas pour 3 d'entre elles, au premier chef. Bon, ça nous dit déjà quelque chose sur les rôles familiaux, ce que chacun investit sur ces questions qui touchent à l'enfantement. Pour le reste, le positionnement en fonction de l'église d'appartenance, je pense pas qu'il se prendra grand monde. On sait que certaines églises sont plus critiques que d'autres à l'égard de ces transformations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est des scores en fonction de l'affichage politique? Eh ben, on voit qu'il y a bien un lien entre les questions bioéthiques et puis les choix politiques, même si
Je le répète, hein, aucune catégorie n'affiche une moyenne supérieure à 1. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se demander quelle socialisation entraîne l'autre. Parce que la fréquentation d'un certain milieu social, ou la manière de se positionner face aux évolutions sociétales, conduit à se rapprocher de certaines églises plutôt que d'autres. Bon. Ça voudrait dire que ce serait la socialisation politique qui mène la danse, si je puis dire, ou bien est-ce que, à l'inverse, la fréquentation assidue de certaines églises construit un rapport au monde et à la société particulier. Auquel cas, ce serait la socialisation religieuse qui mènerait la danse. Et on peut d'autant plus se poser la question que les votes varient assez fortement d'un type d'église à un autre. Alors là, j'ai reproduit uniquement le pourcentage des votes à droite, qui est en fait l'indicateur essentiel, suivant le type d'église considéré. Alors j'ai essayé de creuser un peu avec les limites de Excel. Il aurait fallu que je dispose d'outils statistiques plus élaborés qui ne sont pas disponibles sous Excel. Mais en fait, on s'aperçoit qu'aucune des deux explications ne tient complètement la route. Hein. Aucune des deux variables n'épuise, comme on dit, l'effet de l'autre. Je vous donne moi un exemple. Les protestants évangéliques qui sont de droite, ils sont plus défavorables aux évolutions bioéthiques que les évangéliques ou les pentecôtistes de gauche. Bon. Mais l'opposition gauche-droite, elle ne résume pas non plus à une seule écrivage observé. Il faut plutôt voir ces deux socialisations comme pesant l'une sur l'autre, ce qui d'ailleurs conduit à observer une corrélation entre les deux variables. Elles favorisent des rapprochements par sympathie dans l'Église et hors de l'Église, mais elles ne sont pas d'ailleurs en plus les seules à l'œuvre, puisque la socialisation professionnelle joue son rôle également, comme le montre le vote suivant certaines catégories professionnelles. Alors à ce propos, petite remarque, on notera que les salariés des églises et des œuvres protestantes évangéliques ils votent un peu plus à gauche que leurs ouailles. Je ne sais pas trop en fait comment interpréter cet écart. Mais pour le reste, le tableau est assez attendu. Hein, si vous regardez les votes par profession, oui, souvent on sait que c'est les professions qui votent plus à gauche que les autres ou plus à droite que les autres. À l'exception quand même des salariés du public et du parapublic, sachant qu'on a retiré l'enseignement et la formation, qui votent assez à droite, et puis en regardant en détail, ça ne se résume pas au vote des policiers et militaires, qui lui est traditionnellement marqué à droite, donc ça c'est un peu étonnant, disons voilà. Mais en dehors de ça, le tout de ce que je viens de dire, c'est un bel exemple de la manière dont les socialisations se construisent les unes par rapport aux autres. Voilà. Conclusion. La manière de considérer ce qui se passe dans la société, le rôle qu'on peut y jouer, ça se construit de proche en proche, et au travers des différents cercles familiaux, ecclésiastiques, professionnels ou associatifs auxquels on participe. On voit donc qu'au fil de la vie, les membres des églises s'insèrent, ils tentent de s'insérer dans des cercles sociaux divers. Alors, tout petit résumé, quoi. L'arrivée d'enfants les conduit à s'interroger sur l'avenir, sur la place que ces enfants prendront ou non dans la société. Les relations de travail leur lancent des défis. Et au milieu de cela, la vie d'église fonctionne comme un cercle au milieu de ces autres cercles. Alors elle conduit d'ailleurs les chrétiens à construire leur vie différemment, à se positionner d'une manière particulière par rapport aux enjeux de la vie contemporaine. Mais dans le domaine de la socialisation, on l'a vu, rien n'est simple, et puis les différents cercles interagissent les uns avec les autres. Et même le cercle finalement peut-être fragile du bénévolat, il montre que cette socialisation, elle fonctionne au cumul. Les relations se consolident les unes les autres, se fragilisent les unes les autres. Et finalement, le choix d'une église où on trouve sa place, c'est pas non plus uniquement une question de théologie, c'est aussi affaire d'atomes crochus, de mode de vie qui s'accordent ou qui ne s'accordent pas. Alors assurément, pour les chrétiens qui ont répondu à l'enquête, l'église joue un rôle majeur dans leur vie, mais finalement elle est en miroir, en écho ou en tension avec ce qui se vit hors de l'église, et ça se dessine nettement au travers de cette enquête.
J'allais dire merci Frédéric de Coninck, mais il nous entendra pas. En tout cas, il a fait un super boulot.